C'était le plus jeune fils de l'un des hommes les plus riches du pays, faible, malade, grandissant en silence dans un manoir où l'argent résolvait tout, sauf ce qui comptait vraiment. Tous autour de lui suivaient les ordres, gardaient leur distance et s'en tenaient à la routine, jusqu'au jour où une employée de maison discrète entra dans sa vie. Elle n'avait ni richesse, ni pouvoir, ni titre, mais le garçon vit en elle quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Un jour, après un traitement douloureux, il fit une simple demande qui la bouleversa au plus profond d'elle-même. Ce qu'elle fit à partir de ce moment-là ne changea pas seulement la vie du garçon, mais força aussi son père à affronter une vérité qu'il avait enterrée pendant des années. Et quand la vérité éclata, personne ne l'avait vu venir, ni les médecins, ni le personnel, ni même le multimillionnaire lui-même. Jean Dubois était l'un des hommes les plus riches du pays. Il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, des voitures de sport, un jet privé, une maison de campagne plus grande que la plupart des hôtels. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Depuis la mort de sa femme, Manon, la vie avait perdu tout son sens. Elle était décédée quelques semaines après avoir donné naissance à leur fils, Léo, d'un cancer foudroyant et agressif que personne n'avait réussi à détecter à temps. Maintenant, Jean vivait dans cette même immense maison, mais elle lui semblait vide. Chaque couloir résonnait. Le foyer autrefois chaleureux était désormais froid et silencieux. Chaque mur semblait arborer une photo de Manon souriante, et chacune lui rappelait ce qu'il avait perdu. Il essaya de s'occuper en travaillant davantage et en investissant des millions dans la recherche médicale pour combattre la maladie qu'il avait emportée, mais cela ne semblait jamais suffisant. Il manquait toujours quelque chose. Il se sentait impuissant, brisé et seul, même entouré de richesses et de succès. Léo, son fils, n'était qu'un jeune enfant, comprenant à peine le monde qui l'entourait, mais déjà confronté à une cruelle réalité. Il n'avait pas seulement hérité des yeux et du sourire de sa mère, mais aussi de la même maladie qui l'avait tué. Les médecins l'avaient découverte tôt, mais elle restait grave. Il devait subir des traitements constants, des médicaments, des tests, des injections, jour après jour. Le responsable de ces traitements était le docteur Bernard Léger, un médecin reconnu et respecté avec des années d'expérience, qui faisait de son mieux pour que Léo se sente en sécurité et bien soigné. Mais les procédures étaient dures. Léo pleurait souvent. Parfois, il était trop fatigué pour jouer ou même manger. Il ne comprenait pas pourquoi il était toujours dans les hôpitaux ou pourquoi il se sentait si faible. Son père, Jean, se tenait à distance, observant en retrait comme une ombre. Il voulait être proche, mais quelque chose en lui le retenait, comme s'il ne savait plus comment être un père. Le manoir où il vivait était rempli de meubles coûteux, de hautes fenêtres et de couloirs silencieux. Tout était parfaitement propre et ordonné, mais ne semblait pas vivant. Il n'y avait ni rire, ni musique, ni chaleur. Le personnel essayait de maintenir les choses en ordre. On servait des plats français variés, on nettoyait les chambres et on planifiait les rendez-vous, mais même sentait la tristesse suspendue dans l'air. Chaque pièce gardait un souvenir de Manon, et Jean ne pouvait y échapper. Il restait souvent de longues minutes à regarder ses photos, se remémorant sa vie avant que tout ne s'effondre. La nuit, il ne pouvait pas dormir. Il parcourait le manoir en silence, s'arrêtant près de la chambre de Léo, juste pour le regarder respirer. Parfois, il pleurait seul, en silence. Le vide autour de lui était plus bruyant que n'importe quel son. Il avait tout et en même temps, il n'avait rien. L'argent ne pouvait pas réparer ce qui était brisé. Il ne pouvait pas ramener Manon, il ne pouvait pas guérir Léo. La seule chose qu'il pouvait faire était de continuer à observer, en espérant que quelque chose change. Jean pensa que peut-être, en finançant la recherche médicale, il pourrait faire une différence. Il fit des dons aux hôpitaux, parraina des laboratoires et paya des études qui tentaient de comprendre le type de cancer qu'avait eu Manon. Il rencontra des médecins et des scientifiques, posa des questions et signa des chèques sans hésiter. Mais chaque fois qu'il entrait au centre hospitalier de la vallée de la Loire où Léo était traité, il se sentait impuissant. Il n'était pas médecin, il ne pouvait rien résoudre de ses propres mains. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre et payer, et cela le faisait se sentir inutile, comme un spectateur de sa propre vie. Le docteur Léger le tenait informé, parlant toujours avec clarté et précaution, mais les nouvelles étaient rarement bonnes. Les traitements freinaient la maladie, mais ne la guérissaient pas. Jean commença à craindre de perdre aussi son fils. Cette pensée le hantait jour et nuit. Il ne savait pas combien de temps il pourrait encore supporter. Son esprit rejouait sans cesse des souvenirs de Manon et imaginait un avenir sans Léo. Léo, malgré tout, était un enfant doux et curieux. Même avec la douleur,
il souriait parfois. Il aimait dessiner avec des crayons de cire et regarder les oiseaux par la fenêtre. Le docteur Léger essayait de rendre le temps de Léo pendant les traitements aussi confortable que possible, lui apportant des jouets et lui expliquant les choses d'une manière qu'il pouvait comprendre. Mais la vérité était qu'il passait plus de temps dans des lits d'hôpital que dans des parcs de jeux. Il manquait ce que la plupart des enfants expérimentent. Il voyait rarement son père de près. Jean apparaissait parfois, observant en silence à quelques mètres de distance, mais Léo ne sentit jamais son contact ni n'entendit de paroles de réconfort. La distance entre grandissait chaque jour, bien qu'ils vivent dans la même maison. La seule chose qui les unissait était la tristesse qu'ils portaient tous les deux, l'un trop jeune pour la comprendre entièrement, l'autre trop perdu pour savoir quoi en faire. L'espoir semblait être quelque chose que seuls les autres avaient. Au manoir de Villeneuve, le temps s'écoulait lentement. Chaque jour semblait identique, silencieux, lourd et rempli de douleur. Jean passait la plupart de ses heures seul dans son bureau, regardant des rapports et des courriels qu'il lisait à peine. La gouvernante lui apportait de la nourriture qu'il ne mangeait pas. Les infirmières allaient et venaient, examinant Léo et informant Jean, qui hochait simplement la tête en silence. Le docteur Léger faisait ce qu'il pouvait, mais même lui sentait le poids de la situation. Il admirait la force de Jean, mais voyait aussi la peur dans ses yeux. Tous dans cette maison attendaient des nouvelles, un changement, quelque chose qui briserait la routine, mais rien n'arrivait. Léo continuait ses traitements. Jean continuait de se lamenter et de travailler. Le souvenir de Manon vivait dans chaque recoin. Le silence était profond, et la tristesse plus forte que toute autre chose. Dans le foyer des Dubois, il n'y avait ni rire, ni réconfort, ni joie, seulement l'espoir lointain qu'un jour les choses seraient différentes. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils avaient était le vide. Lorsque le dernier groupe de soignants partit, Jean Dubois fut contraint de trouver quelqu'un de nouveau pour l'aider avec son fils. L'équipe précédente avait été professionnelle, mais froide, concentrée uniquement sur les traitements et les horaires. Il n'y avait aucune chaleur dans leur présence. Jean contacta une agence et demanda quelqu'un d'expérimenté, de fiable et de calme. C'est ainsi que Chloé Martin arriva au manoir de Villeneuve. Elle ne parla pas beaucoup pendant l'entretien. Elle écouta attentivement, hocha doucement la tête et accepta de commencer immédiatement. Sa présence était silencieuse, presque invisible au début. Elle portait des vêtements simples et se déplaçait dans la maison sans faire de bruit. Jean la regarda à peine, lui expliqua seulement le nécessaire et partit. Chloé ne posa pas de questions, elle observa simplement et apprit. Elle prit son temps pour comprendre la maison, les gens et, surtout, Léo. Elle ne se précipita en rien. Elle observa comment l'enfant se comportait, comment les infirmières travaillaient et comment Jean se tenait à l'écart. La maison était silencieuse, mais Chloé fut assez patiente pour attendre le bon moment pour agir. Au fil des jours, elle commença à assumer plus de responsabilités, mais pas seulement celle du ménage ou de la lessive. Elle commença à s'asseoir dans un coin de la chambre quand Léo avait ses traitements. Elle ne parlait que si on lui parlait. Parfois, elle fredonnait doucement ou racontait une petite histoire à voix basse. Léo, qui évitait normalement le contact visuel, commença à la regarder du coin de l'œil. Au début, c'était juste de la curiosité. Puis, peu à peu, il commença à réagir à sa présence. Il ne pleurait pas autant quand elle était là. Chloé fit attention de ne pas en faire trop. Elle demandait la permission aux infirmières avant d'aider et ne poussait jamais Léo à parler. Un jour, elle lui offrit un petit jouet après une longue séance. Il ne dit rien, mais le serra fort. Jean remarqua ces petits moments. Il observait de loin et se sentait incertain. Il n'aimait pas voir une autre personne s'approcher autant de son fils, mais en même temps, il ne pouvait nier que Léo semblait un peu mieux. Chloé changeait quelque chose. Chloé continua son approche calme et constante. Elle commença à lire des livres à Léo le soir. Elle choisissait des histoires simples, pleines de couleurs et d'animaux. Au début, Léo écoutait seulement, les yeux mi-clos, mais une nuit, il lui demanda de la lui relire. C'était la première fois qu'il faisait une demande depuis des semaines. Chloé hocha la tête et la lut lentement, en montrant les images. Parfois, elle chantait doucement quand il était trop fatigué. Elle l'aidait aussi avec sa thérapie physique, l'encourageant avec de petits mots. Encore un pas, disait-elle en lui tenant fermement la main. Léo commença à répondre davantage. Il esquissait de petits sourires, faisait plus d'efforts pendant les exercices et lui chuchotait même quelques mots. Les infirmières furent surprises.
Jean observait ce changement avec des sentiments mitigés. Il se sentait reconnaissant, mais aussi effrayé. Manon avait été la dernière personne à apporter ce genre de chaleur dans la maison. Voir Chloé s'approcher de Léo lui donnait l'impression de perdre à nouveau quelque chose, bien qu'il ne sache pas exactement quoi. Il essaya de rester distant, comme toujours. Il se répétait que Chloé ne faisait que son travail et que cela ne signifiait rien de plus. Mais au fond, il savait que les choses étaient différentes. La maison ne semblait plus aussi silencieuse qu'avant. Parfois, il entendait Chloé rire doucement avec Léo. Il la voyait assise à côté de lui tenant la main pendant le traitement. Elle ne se comportait pas comme une infirmière ni comme une domestique. Elle agissait comme quelqu'un qui se souciait vraiment. Jean ne savait pas comment se sentir à ce sujet. Il n'intervenait pas, mais évitait aussi d'être dans la même pièce trop longtemps. Il craignait que s'il ressentait à nouveau la douleur, elle revienne avec plus de force. Chloé ne chercha jamais l'attention. Elle resta concentrée sur Léo. Elle n'essaya pas de s'impliquer dans la vie de Jean. Tout son monde, semblait-il, était devenu cet enfant et sa guérison. Le manoir restait grand et froid. Mais maintenant, il y avait un petit endroit où quelque chose de différent grandissait, une connexion qui n'existait pas auparavant. Un après-midi, après un traitement difficile qui laissa Léo épuisé et endolori, Chloé resta à ses côtés. La chambre était silencieuse. Les machines émettaient de légers bips. Elle lui essuyait le front avec un linge. Soudain, Léo prit sa main. Ses doigts étaient faibles, mais il la serra fort. Il la regarda avec des yeux fatigués et dit d'une voix à peine audible, « Maman, promets-moi que tu vas me sauver. » Les mots frappèrent Chloé comme une vague. Elle resta immobile, ne sachant que dire. Sa gorge se serra et elle ne put parler pendant quelques secondes. Elle regarda son visage et y vit un mélange de peur, de confusion et d'espoir. Chloé n'était pas sa mère, ni même de sa famille, mais à ce moment-là, il avait besoin de quelqu'un en qui croire. Alors, sans trop réfléchir, elle se pencha, le serra doucement dans ses bras et murmura, « Je te promets que je prendrai soin de toi. » Elle ne comprenait pas entièrement ce que cette promesse signifiait, mais elle savait qu'elle était réelle. Elle le disait de tout son cœur. Ce moment resta gravé dans l'esprit de Chloé longtemps après que Léo se soit endormi. Elle resta assise sur la chaise à côté de son lit, pensant à ce qu'il avait dit. Ce n'était pas seulement une question d'enfant, c'était une supplique, l'expression la plus profonde de confiance qu'il ait jamais accordée à quelqu'un. Elle comprit alors que ce n'était plus seulement un travail. Elle était venue au manoir de Villeneuve pour nettoyer, cuisiner et aider, mais maintenant tout avait changé. Léo avait besoin d'elle d'une manière que personne d'autre ne pouvait combler. Jean, bien que distant, l'avait laissé entrer dans leur vie sans savoir où cela les mènerait. Cette demande, « Promets-moi que tu me sauveras », avait changé quelque chose en elle. Chloé ne savait pas comment elle tiendrait cette promesse. Elle n'était pas médecin et ne pouvait pas arrêter la maladie, mais elle pouvait rester, prendre soin de lui et être la personne dont Léo avait besoin. Elle n'avait aucune idée de l'impact que cette promesse aurait sur son avenir, mais elle savait qu'elle n'oublierait jamais ce moment, ni l'enfant qui lui avait demandé de l'espoir. Au fil des jours, Chloé commença à remarquer de petites choses qui ne semblaient pas normales. Tout commença avec le médicament. Chaque fois que Léo recevait un certain médicament importé, son état empirait au lieu de s'améliorer. Au début, elle pensa que c'était une coïncidence. Le docteur disait que les effets secondaires étaient normaux et que la maladie de Léo était compliquée, mais le schéma était trop clair pour être ignoré. Quelques heures après avoir pris ce médicament particulier, sa peau devenait pâle, sa température augmentait et sa respiration devenait superficielle. Chloé notait tout dans un petit carnet qu'elle gardait caché dans la poche de son tablier, heures, doses et réactions. Elle ne dit rien à personne au début. Elle voulait être sûre avant de dire quelque chose qui pourrait causer des problèmes. Pourtant, chaque fois qu'elle voyait les infirmières préparer ses injections, elle sentait un nœud dans l'estomac. Quelque chose n'allait pas. Et au fond d'elle, elle commença à craindre que Léo soit en train d'être blessé plutôt qu'aidé. Chloé se mit à examiner les étiquettes des médicaments avec plus d'attention. Les noms imprimés sur les boîtes étaient compliqués, mais elle remarqua que certains ne correspondaient pas aux ordonnances du médecin. La dose indiquée sur un flacon n'était pas la même que celle écrite dans le dossier de traitement de Léo. Certains emballages avaient des numéros de série différents de ceux enregistrés sur les fiches de contrôle. Quand elle comparait les notices, elle semblait décrire des médicaments similaires, mais de fabricants différents. Les documents paraissaient désordonnés et confus, comme si quelqu'un les avait modifiés exprès.
Chloé tenta d'exprimer ses préoccupations avec délicatesse lors de conversations avec les infirmières. « Êtes-vous sûr que c'est le bon médicament pour aujourd'hui » demanda-t-elle un après-midi. L'infirmière se contenta de sourire avec raideur et dit « Tout est en ordre, mademoiselle Martin. Ne vous inquiétez pas pour ça. » Mais son ton était froid. Une autre fois, Chloé demanda si le docteur Léger avait approuvé les changements, et la réponse fut rapide, bien sûr, tout passe par lui. Pourtant, les réponses semblaient répétées et personne ne la regardait dans les yeux quand elle posait des questions. Malgré le silence qui l'entourait, Chloé ne cessa de prêter attention. Chaque nuit, quand la maison devenait calme, elle s'asseyait près de la fenêtre et relisait ses notes. Elle comparait les bons et les mauvais jours de Léo. Elle remarqua que les mauvais jours survenaient toujours après le même médicament, celui avec une étiquette argentée et un logo bleu pâle imprimé sur la boîte. Elle fouilla la poubelle et trouva quelques boîtes jetées avec le même logo. Le nom imprimé était Pharma Nord-Ouest, une entreprise qu'elle ne reconnut pas au début. Quand elle interrogea Jean à ce sujet, il soupira profondément et dit que Pharma Nord-Ouest était l'une des sociétés pharmaceutiques qui avait travaillé sur les traitements de Manon des années auparavant. Il lui dit d'arrêter de s'inquiéter, qu'ils étaient des fournisseurs de confiance, mais Chloé ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Manon était morte malgré tous ses traitements, et maintenant Léo souffrait aussi sous la même marque. Le lien l'inquiétait. Elle commença à se demander si tout cela pouvait être simplement une autre tragédie, ou quelque chose de bien plus sombre. Jean était épuisé, tant physiquement que mentalement. Chloé remarqua comment son visage s'était aminci et sa voix avait perdu de sa force. Il passait des heures dans son bureau, enseveli sous le travail ou assis en silence. Quand Chloé s'approcha de lui avec ses notes, il ne voulut pas écouter. « Chloé, dit-il en se frottant le front. J'apprécie à quel point vous vous souciez, mais vous n'êtes pas médecin. Le docteur Léger sait ce qu'il fait. S'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Son ton était las, pas en colère, mais définitif. Chloé ressentit un mélange de frustration et de tristesse. Elle n'essayait de défier personne, elle voulait seulement protéger Léo. Mais elle voyait à quel point Jean était brisé. Il ne faisait confiance à personne, pas même à lui-même. Il avait perdu sa femme de la même maladie, et maintenant son fils lui échappait aussi. Il lui était plus facile de croire au système, à la science, à la routine. Admettre que quelque chose pouvait être anormal signifiait affronter une autre vérité insupportable. Malgré l'avertissement de Jean, Chloé ne put s'empêcher d'enquêter. Elle prêta plus d'attention lors des livraisons et remarqua à quelle fréquence de nouveaux médicaments arrivaient, même lorsque les anciennes boîtes n'étaient pas terminées. Les hommes qui les apportaient venaient toujours de nuit, déchargeant des conteneurs sans marque. Une nuit, Chloé décida de rester éveillée et d'observer depuis la fenêtre de la cuisine. Vers minuit, une camionnette noire entra dans l'allée. 2 hommes en uniforme de l'entreprise transportèrent plusieurs boîtes à l'intérieur. Elle s'approcha un peu et vit clairement l'étiquette imprimée sur le côté, Pharma Nord-Ouest. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle se souvint de ce même nom dans les dossiers de Manon et sur les boîtes étranges de la chambre de Léo. Le lendemain matin, elle interrogea l'une des employées de maison à ce sujet, et la femme haussa les épaules. « Nous ne posons pas de questions sur les livraisons, dit-elle à voix basse. Tout est arrangé par Monsieur Dubois et le docteur. » Chloé hocha la tête, mais son esprit tournait en rond. Plus elle en voyait, moins tout cela avait de sens. Quelque chose était caché, et elle ne savait pas pourquoi. Cette nuit-là, Chloé s'assit seule dans sa chambre, regardant le petit carnet rempli de ses notes. Les preuves n'étaient pas suffisantes pour prouver quoi que ce soit, mais elles étaient trop nombreuses pour être ignorées. Les médicaments, les étiquettes, les réactions, l'entreprise, tout pointait vers quelque chose de dangereux. Elle se souvint de la voix faible de Léo l'appelant « maman » et lui demandant de le sauver. Ce souvenir la frappa à nouveau, plus fort qu'avant. Si elle avait raison, si quelque chose de mal se produisait vraiment, alors Léo n'était pas seulement malade, on l'aggravait. Chloé sentit une peur glaciale se répandre dans sa poitrine, mais aussi une étrange détermination. Elle ne savait pas encore ce qu'elle pouvait faire, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. En éteignant la lumière, l'image des boîtes de Pharma Nord-Ouest resta dans son esprit. Pour la première fois, la pensée devint réelle, et si la maladie de Léo n'était pas un accident, mais quelque chose de provoqué? L'idée l'effraya, mais la convainquit aussi qu'elle devait découvrir la vérité. Chloé ne pouvait plus ignorer ses soupçons. Le médicament étrange, les questions sans réponse et le nom de Pharma Nord-Ouest continuaient de la hanter.
Elle avait besoin de l'aide de quelqu'un qui pourrait examiner plus attentivement les archives de l'hôpital sans éveiller les soupçons. Elle pensa alors à Léa Bertrand, une vieille amie de sa ville natale. Elles avaient grandi ensemble, mais la vie les avait menées sur des chemins différents. Léa était devenue administratrice d'hôpital, connue pour son honnêteté et son souci du détail. Chloé ne lui avait pas parlé depuis des années, mais elle décida de la contacter quand même. Un matin, alors que Léo se reposait, elle l'appela et lui demanda de se rencontrer en privé. Sa voix tremblait en lui expliquant la situation. Léa écouta en silence, et bien qu'elle ne dise pas grand-chose, son ton montrait son inquiétude. Elle accepta d'aider, mais avertit Chloé d'être prudente. « Si ce que tu dis est vrai, lui dit-elle, tu touches à quelque chose de très grave. » Chloé le savait, mais elle était prête à prendre le risque. Quelques jours plus tard, Chloé se rendit au centre hospitalier de la vallée de la Loire pendant que Léo avait son examen de routine. Léa la reçut dans un petit bureau près de la zone administrative. La pièce était silencieuse, les stores à moitié fermés, et l'air semblait lourd. Léa avait déjà commencé à consulter certains des dossiers numériques de l'hôpital. Léa montra à Chloé une liste de prescriptions liées au nom de Léo. Certaines correspondaient à ce que Chloé avait noté dans son carnet, mais d'autres non. Cela ne fait pas partie du protocole standard pour son diagnostic, dit Léa en fronçant les sourcils. Chloé se pencha, essayant de lire l'écran. Les dossiers étaient remplis de chiffres, de codes de médicaments et de termes médicaux étranges, mais même sans tout comprendre, elle pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Léa cliqua rapidement entre les fichiers, et son expression devint plus sérieuse. « Regarde ça », dit-elle en ouvrant 2 dossiers de patients différents. Tous 2 avaient des résultats de tests identiques, jusqu'au moindre détail, mais avec des noms différents. « C'est impossible », murmura-t-elle. Cela signifie que les données ont été copiées ou manipulées. Elle trouva des rapports de laboratoire qui ne correspondaient pas, des dates de tests manquantes et des dossiers médicaux en double. Plus alarmant encore, l'un des lots de tests utilisait le numéro d'identification de patient de Léo, mais les dates des échantillons ne coïncidaient pas avec les jours où il était réellement à l'hôpital. L'estomac de Chloé se noua en réalisant ce que cela signifiait. Quelqu'un avait échangé les échantillons. Serait-ce juste une erreur, demanda-t-elle à voix basse. Léa secoua la tête. Pas autant. Cela semble intentionnel. Elle ouvrit un autre dossier intitulé « Autorisation spéciale ». À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents signés dans le cadre de ce qu'on appelait un « programme de traitement compassionnel ». Léa expliqua que ces programmes étaient souvent utilisés pour tester des médicaments non approuvés dans des conditions spéciales. Les mains de Chloé se mirent à trembler. « Non approuvés » demanda-t-elle. Léa hocha lentement la tête. « Expérimentaux. Parfois légaux, parfois non. » Puis elle fit défiler vers le bas, et toutes 2 se figèrent en voyant un nom familier, Manon Dubois. « C'est la mère de Léo », dit Chloé, respirant à peine. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Alors, ça remonte à des années. Les documents mentionnaient à plusieurs reprises Pharma Nord-Ouest, listant des codes de médicaments et des références d'études qui liaient à la fois Manon et Léo au même projet expérimental. Dans les dossiers apparaissait la phrase « Continuation du traitement héréditaire », suggérant que la thérapie de Léo pourrait avoir fait partie d'une étude en cours commencée avec le cas de Manon. La voix de Chloé se brisa lorsqu'elle demanda « Tu veux dire qu'ils expérimentent encore sur lui ?» Léa ne répondit pas immédiatement. Elle ouvrit un autre ensemble de fichiers plus anciens, marqués comme « Archivés ». Après avoir parcouru des dizaines de dossiers, elle trouva un rapport numérique intitulé « ECM ». Dubois 02. Quand elle l'ouvrit, les 2 femmes restèrent bouche bée. C'était un registre d'un essai de médicaments expérimentaux mené sous le nom de Manon, avec des notes médicales et des rapports de progrès. La dernière page montrait une signature scannée de Manon Dubois, autorisant prétendument les tests. Mais Léa fronça les sourcils. « Chloé, dit-elle doucement, ça ne correspond pas à sa véritable signature. Ça a l'air d'un faux. » Une signature falsifiée signifiait que Manon n'avait jamais consenti à ces traitements. Cela signifiait que quelqu'un avait utilisé son nom et sa maladie pour mener des expériences sans son consentement, et que maintenant Léo en souffrait. Léa continua de lire le contrat. Il détaillait un partenariat entre l'hôpital et Pharma Nord-Ouest pour tester de nouveaux médicaments oncologiques sur des patients en phase terminale. En théorie, cela ressemblait à de la recherche humanitaire, mais les petits caractères révélaient quelque chose d'inquiétant. L'entreprise avait la permission de continuer à collecter des données via les membres de la famille si des similitudes génétiques étaient trouvées. Chloé eut la nausée.
Cela expliquait pourquoi Léo recevait des médicaments qui ne correspondaient pas à ses ordonnances. Il ne s'agissait pas de le guérir, mais de l'étudier. Léa la regarda sans un mot. Les deux femmes restèrent silencieuses pendant plusieurs minutes, essayant de digérer ce qu'elles venaient de découvrir. Pour Chloé, le poids de la vérité était insupportable. Tout ce que Manon et Léo avaient enduré pouvait avoir fait partie de la même expérience cruelle, déguisée en aide médicale. Quand Chloé quitta le bureau de Léa, son cœur était lourd, mais son esprit était clair. Elle comprenait maintenant qu'il ne s'agissait pas seulement de maladie ou de destin. Manon et Léo avaient été utilisés, manipulés et trahis par des personnes en qui ils avaient confiance. Elle pensa à Jean, à quel point il était déjà brisé, et se demanda comment il réagirait en l'apprenant. Mais surtout, elle pensa à la promesse qu'elle avait faite à Léo. Il ne s'agissait plus seulement de le garder en sécurité ou de le réconforter pendant les traitements. Il s'agissait de découvrir la vérité et de s'assurer que les responsables paient pour ce qu'ils avaient fait. En marchant dans les couloirs de l'hôpital, Chloé ne cessait de se répéter les mots de Léa, « Fais attention, Chloé. Ils ne laisseront pas passer ça facilement. » Elle ne savait pas quelle serait sa prochaine étape, mais une chose était sûre, elle ne s'arrêterait pas maintenant. La promesse qu'elle avait faite cette nuit-là au chevet de Léo avait pris un nouveau sens. C'était devenu une promesse de justice. Chloé savait qu'il était temps de dire à Jean ce qu'elle avait découvert. Elle ne pouvait pas garder l'information pour elle seule, pas quand il s'agissait de la vie de Léo. Ce matin-là, alors que Jean était dans son bureau entouré de papiers, Chloé entra, tenant un petit dossier. Ses mains tremblaient, mais sa voix resta ferme. « Monsieur Dubois, commença-t-elle. Je dois vous montrer quelque chose d'important. » Jean leva les yeux, fatigué et distrait, et lui fit signe de parler. Chloé posa les documents sur son bureau, des copies des découvertes de Léa, les ordonnances irrégulières et les dossiers au nom de Manon. Elle lui expliqua ce qu'elle et Léa avaient découvert sur les échantillons échangés et le lien étrange avec Pharma Nord-Ouest. Le visage de Jean se durcit à chaque mot. Au début, il ne dit rien, mais son expression passa de la confusion à la colère. Il repoussa les papiers et se leva brusquement. « Vous êtes en train de dire que j'ai permis que ma femme et mon fils soient utilisés comme cobayes ?» Sa voix s'éleva. Chloé tenta de le calmer, mais il était trop furieux pour écouter. La colère de Jean n'était pas seulement dirigée contre Chloé. Elle venait de la peur, de la culpabilité et de l'épuisement. « Avez-vous une idée de ce dont vous m'accusez » cria-t-il. « J'ai tout fait pour aider mon fils. J'ai dépensé des millions pour ses soins. » Chloé essaya de lui expliquer qu'elle ne l'accusait pas. Elle voulait seulement protéger Léo, mais ses mots n'importaient pas. Jean appuya sur l'interphone et exigea que le docteur Léger vienne immédiatement à son bureau. En quelques minutes, le docteur entra, calme comme toujours, ajustant ses lunettes. Jean jeta les documents sur le bureau. « Expliquez-moi ça, dit-il d'un ton sec. Léger prit les papiers, les parcourut rapidement, et avec une expression imperturbable, sourit légèrement en regardant Chloé. « Je vois ce qui se passe ici, dit-il d'une voix douce. Mademoiselle Martin a mal interprété les données. Ce sont des rapports cliniques standards, et les résultats en double sont de simples erreurs du système. Ça arrive tout le temps. » Son ton était poli, mais méprisant. « Elle a de bonnes intentions, ajouta-t-il, mais c'est hors de sa compétence. » Ce n'est pas vrai, répondit Chloé. Léa Bertrand, de l'hôpital, a personnellement confirmé ces irrégularités. Léger se tourna vers Jean, l'ignorant complètement. Je connais Léa. Elle est compétente, mais pas qualifiée pour interpréter ce type de document. Parfois, les administrateurs voient des irrégularités là où il n'y en a pas. Ce sont des essais médicaux délicats, confidentiels, oui, mais rien d'illégal. Jean se frotta les tempes, partagé entre la frustration et la fatigue. Alors, vous dites que ce n'est rien? Léger hocha lentement la tête. Exactement. Le cas de votre femme était unique, et celui de votre fils l'est aussi. Les traitements sont complexes, et il est facile pour les non-experts de les mal interpréter. Je vous conseille de laisser mademoiselle Martin se concentrer sur ses véritables tâches. La conversation s'arrêta là. Jean se tourna vers Chloé avec une expression froide et embarrassée. Chloé, je crois que vous en avez assez fait. Ne vous impliquez plus dans les affaires médicales. Elle tenta de protester, mais il leva la main. S'il vous plaît. Je ne peux pas gérer ça maintenant. C'était tout. Elle avait été congédiée. En sortant du bureau,
Chloé se sentit humiliée et impuissante. Tout ce qu'elle avait risqué pour découvrir la vérité s'était évanoui avec quelques mots calmes du docteur Léger. Léa tenta de contacter Jean plus tard dans l'après-midi, en appelant sa ligne privée, mais il refusa de répondre. Chloé le vit passer dans le couloir sans dire un mot. Le silence dans le manoir était plus lourd que jamais. Elle passa le reste de la journée aux côtés de Léo, le regardant dormir et pensant à tout ce qui s'était passé. Une partie d'elle voulait abandonner, quitter cette maison et tout oublier. Mais quand elle regarda le visage pâle de Léo, elle sut qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle se souvint de sa petite main agrippée à la sienne, lui demandant de le sauver. Chloé ne pouvait pas partir. Elle avait fait une promesse, et cette promesse la retenait là, même quand tous les autres doutaient d'elle. Elle se sentait piégée, mais déterminée. Quelque chose en elle refusait de lâcher la vérité. Cette nuit-là, tout prit une tournure terrible. Un nouveau médicament était arrivé plus tôt, un autre de Pharma Nord-Ouest. L'infirmière suivit la routine habituelle, préparant l'injection tandis que Chloé restait à proximité. Elle voulait l'arrêter, mais n'avait aucune autorité pour intervenir. En quelques heures, la respiration de Léo devint superficielle et son pouls faible. La panique envahit la pièce. L'infirmière appela le docteur Léger tandis que Chloé courait pour tenir Léo dans ses bras. Son corps tremblait légèrement et ses petits doigts s'agrippaient à sa manche. « Reste avec moi », murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Léger entra quelques instants plus tard, donnant des ordres rapides pour stabiliser l'enfant. Après plusieurs minutes de tension, l'état de Léo se stabilisa, bien qu'il soit toujours inconscient. Jean restait immobile à la porte, pâle et sans voix. Chloé sentait son cœur battre dans sa poitrine en regardant les machines qui maintenaient l'enfant en vie. Elle comprit alors qu'elle ne pouvait faire confiance à personne d'autre, ni à Jean, ni aux infirmières, et encore moins au docteur Léger. Si elle voulait tenir sa promesse, elle devrait agir seule. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde soit parti se reposer, Chloé s'assit près du lit de Léo. La pièce était faiblement éclairée et les moniteurs clignotaient en silence. Elle lui essuya la sueur du front et murmura doucement, « Je suis là, Léo. Je ne vais pas te laisser. » Son esprit tournait sans arrêt. Chaque avertissement, chaque étiquette étrange, chaque fausse réassurance, tout pointait vers quelque chose de beaucoup plus grand. Elle pensa aux paroles de Léa, aux signatures falsifiées et aux soi-disant programmes de traitement compassionnel. Rien de tout cela n'était de la compassion, c'était de l'exploitation. Elle regarda la petite main de Léo reposant sur la couverture et sentit un mélange de tristesse et de rage grandir en elle. Ce petit garçon avait déjà perdu sa mère. Et maintenant, les personnes qui devraient le protéger l'utilisaient. Chloé serra les poings. Elle ne savait pas comment, mais elle allait découvrir qui était derrière tout ça. Sa promesse n'était plus seulement de le sauver, mais d'arrêter les responsables, quel qu'en soit le coût. Quand la maison fut complètement silencieuse, Chloé prit sa décision. Elle continuerait à enquêter, même si cela signifiait risquer son travail ou sa sécurité. Elle savait qu'elle affrontait des gens puissants, des médecins, des entreprises, peut-être même ceux qui finançaient l'hôpital. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait faire confiance à personne d'autre. Jean était trop brisé pour voir la vérité, et le docteur Léger cachait clairement quelque chose. Chloé rassembla ses notes, les photocopies et le petit carnet rempli d'observations. Elle les rangea dans son sac et regarda une dernière fois Léo, endormi paisiblement. « Je vais arranger ça », murmura-t-elle. En sortant de sa chambre, un frisson lui parcourut le dos, mais elle ne s'arrêta pas. Au fond d'elle, elle savait qu'elle s'engageait dans quelque chose de dangereux. Pourtant, elle n'avait pas le choix. La promesse qu'elle avait faite à Léo était désormais son unique but, et elle était prête à affronter quiconque tenterait de la faire taire. Il faisait encore nuit quand Chloé se retrouva à nettoyer le bureau de Jean. Elle profitait souvent des premières heures du matin pour se déplacer silencieusement dans la maison, effectuant de petites tâches pendant que tout le monde dormait. Le silence l'aidait à réfléchir, et cette nuit-là, ses pensées pesaient plus que jamais. Elle époussetait les étagères quand son chiffon s'accrocha à quelque chose. Un des panneaux de bois près du coin de la pièce semblait lâche. Curieuse, elle le tapota doucement, et il bougea sous sa main. Chloé regarda autour d'elle, puis le retira avec précaution. Derrière, caché dans le mur, se trouvait un petit coffre-fort métallique. Il n'y avait ni étiquette ni instruction, seulement un cadran et une serrure. Chloé ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait que c'était important. Elle vérifia les livres et les tiroirs à proximité, cherchant des indices.
C'est alors qu'elle remarqua un vieux cadre photo sur le bureau, un auquel elle n'avait jamais prêté attention. Derrière l'image se trouvait une note décolorée avec 6 chiffres écrits dessus. Les mains tremblantes, elle se tourna vers le coffre-fort et composa lentement les chiffres. Elle entendit un clic. Doucement, la porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des papiers soigneusement empilés, certains scellés dans des dossiers, d'autres en vrac. Au-dessus, il y avait une petite liasse de lettres manuscrites attachées avec un ruban. Chloé les prit avec précaution. Les premiers documents étaient des contrats, des accords officiels entre la famille Dubois et Pharma Nord-Ouest. En les lisant, ses yeux s'écarquillèrent. C'étaient des accords pour approuver des traitements expérimentaux, avec des signatures, des formulaires d'approbation et des registres financiers. Certains incluaient des paiements étiquetés, soutien à la recherche, mais le langage indiquait clairement qu'il s'agissait de pots de vin. Il y avait des reçus de transactions en espèces et des notes sur la nécessité de garder les dossiers confidentiels. Le cœur de Chloé battait à tout rompre alors qu'elle comprenait que c'était une preuve réelle et indiscutable que quelqu'un avait autorisé des tests dangereux en échange d'argent. Mais ce fut la liasse de lettres en dessous qui lui coupa le souffle. Les lettres étaient écrites d'une écriture délicate et familière. Elles étaient de Manon. Chloé défit lentement le ruban et lut la première. Manon parlait de ses traitements, de la peur qu'elle ressentait et de la façon dont les médecins de Pharma Nord-Ouest avaient commencé à lui donner des médicaments sans explication complète. Dans une lettre, elle décrivait comment son état ne semblait pas correspondre à ce qu'on lui avait dit. Elle mentionnait avoir entendu le personnel parler d'essais et de données, et comment elle avait commencé à soupçonner que son traitement ne visait pas vraiment à la sauver. À mesure que Chloé continuait de lire, elle pouvait voir comment les pensées de Manon devenaient plus urgentes. Dans l'une des lettres du milieu, Manon écrivait vouloir en parler à Jean, mais sans savoir comment commencer. Elle disait craindre qu'il ne soit trop impliqué avec l'entreprise par le biais de dons et de soutien, et ne voulait pas l'accuser injustement. Ses mots étaient prudents, mais sa peur était claire. Elle soupçonnait que sa maladie était utilisée comme un test. Sa confiance dans le système s'était brisée. Chloé arriva à la dernière lettre, écrite d'une écriture tremblante. Elle avait été écrite quelques jours seulement avant la mort de Manon. Dedans, Manon admettait qu'elle croyait avoir fait partie d'une expérience et suppliait quiconque trouverait la lettre d'arrêter Pharma Nord-Ouest pour qu'il ne continue pas. Les dernières lignes étaient écrites avec une émotion qui transparaissait dans l'encre. « Si j'échoue, écrivit Manon, s'il te plaît, protège notre fils du même destin. » Les mains de Chloé tremblaient en lisant ces mots encore et encore. Il ne s'agissait plus de soupçons. Manon savait. Elle avait essayé d'avertir quelqu'un, mais les lettres étaient restées cachées dans ce coffre-fort, non lues, pendant des années. Chloé pensa à tout ce qui s'était passé depuis son arrivée, les médicaments, les réactions de Léo, le comportement étrange des infirmières. Tout s'emboîtait. Manon avait découvert quelque chose de terrible, et sa dernière demande était claire, protéger Léo. Chloé plia la lettre avec soin, les larmes emplissant ses yeux. Elle ne pouvait imaginer la peur que Manon avait dû ressentir en l'écrivant. Tenant toujours la lettre, Chloé se leva et se tourna vers la porte, prête à cacher à nouveau les documents et peut-être à parler à Léa de ce qu'elle avait trouvé. Mais en se retournant, elle s'arrêta net. Jean se tenait sur le seuil. Son visage était pâle, ses yeux fixés sur les siens, et il semblait confus et épuisé. Pendant une seconde, aucun d'eux ne dit rien. Jean baissa les yeux, vit les lettres dans les mains de Chloé, puis le coffre-fort ouvert. Chloé n'essaya pas de s'expliquer, elle ne cacha pas ce qu'elle avait trouvé. Jean s'avança lentement à l'intérieur, ses yeux parcourant les documents sur le bureau, les dossiers, les lettres. Il semblait submergé, comme si l'air avait quitté la pièce. Chloé pouvait le voir, le choc, la douleur et quelque chose d'autre. La culpabilité. Le passé qu'il avait tenté d'enterrer était maintenant exposé devant lui, impossible à ignorer. Jean s'approcha du bureau et prit l'une des lettres. Ses mains tremblaient. Il s'assit lentement et lut quelques lignes. Chloé ne bougea ni ne parla, elle l'observa simplement. Après quelques minutes, il leva les yeux, une expression pleine de confusion et de tristesse. « Elle ne m'a jamais donné ça, dit-il à voix basse. Je ne les ai jamais vus. » Sa voix semblait étouffée, comme s'il se parlait à lui-même. Chloé le crut. Il n'était pas difficile de voir à quel point cela l'avait affecté. Jean passa une main dans ses cheveux et prit l'un des contrats. « Pourquoi aurait-elle pensé que je ne la croirais pas » murmura-t-il. Chloé ne répondit pas. Elle non plus ne connaissait pas toute la vérité, mais il était clair que Manon avait eu peur,
et à juste titre. Jean resta assis, lisant en silence tandis que la réalité s'installait. L'entreprise en qui il avait eu confiance, les gens qui l'avaient soutenu, avaient utilisé sa femme, et maintenant ils utilisaient son fils. La pièce devint plus lourde que jamais. Chloé s'approcha et posa doucement la dernière lettre, celle qui parlait de Léo, devant Jean. Il la regarda pendant un long moment avant de la prendre. Quand il lut ces derniers mots, « Protège notre fils du même destin », son visage se brisa. Chloé ne l'avait jamais vu ainsi. Il n'était pas en colère ni fier, il semblait juste anéanti. Toute la douleur qu'il avait réprimée pendant des années revint à cet instant. Jean se renversa sur sa chaise et se couvrit le visage de ses deux mains. Chloé resta silencieuse, lui laissant de l'espace. Pour la première fois, il savait tout. Il n'y avait plus de théorie ni de doute, seulement la vérité laide, douloureuse et réelle. Manon avait essayé de l'arrêter. Elle avait supplié qu'on sauve Léo. Et maintenant, c'était Chloé qui était là, avec cette responsabilité sur les épaules. Jean baissa lentement les mains et la regarda à nouveau. Il ne dit rien, mais le regard dans ses yeux disait tout. Le passé était revenu, et maintenant ils devaient tous deux y faire face. Jean ne fut plus le même après avoir lu les lettres de Manon. Les mots se répétaient sans cesse dans son esprit, en particulier le dernier, « S'il te plaît, protège notre fils du même destin ». Il ne pouvait plus l'ignorer. Le matin même, il se rendit à l'hôpital et demanda à parler au docteur Léger. La réunion eut lieu dans une salle privée. Jean apporta une copie des documents et les posa sur la table. « Expliquez-moi ça », dit-il fermement. Léger parcourut les pages sans montrer beaucoup d'émotion. Son expression restait sereine, presque trop sereine. Puis il se renversa sur sa chaise et dit, « Ces papiers ne sont pas officiels. Si vous continuez sur cette voie, je n'aurai d'autre choix que d'engager des poursuites judiciaires pour diffamation, pour ingérence dans le traitement et pour mise en danger de la vie de votre fils. » Jean resta glacé. Il s'attendait à des dénégations, peut-être à des excuses, mais pas à des menaces. Léger se leva, ajusta son manteau et ajouta, « Si vous voulez que votre fils vive, arrêtez de fouiller. Laissez les médecins faire leur travail. » Puis il sortit sans un mot de plus. Cette même semaine, des choses étranges commencèrent à se produire. Chloé remarqua une Citroën 2CV noire garée devant le manoir de Villeneuve 2 nuits de suite. Au début, Chloé pensa que ce n'était qu'une coïncidence, mais elle vit ensuite le même véhicule la suivre lorsqu'elle se rendit à la pharmacie. Léa commença également à recevoir des messages anonymes sur son téléphone, des textes courts lui disant d'arrêter d'enquêter, l'appelant par son nom et mentionnant même sa famille. L'un d'eux disait, « C'est plus grand que toi. Reste à l'écart. » Le cœur de Chloé s'accélérait chaque fois qu'elle quittait la maison. Elle essayait de ne pas montrer sa peur devant Léo, mais la sensation d'être observée était constante. Elle en parla à Jean. Et pour la première fois, il ne la questionna pas. Il hocha simplement la tête et ordonna au personnel du manoir de changer les protocoles de sécurité. Il envoya également quelqu'un de confiance vérifier la maison de Léa et installer des caméras. Quelque chose de grave se passait. Jean commença à comprendre que ce n'était pas seulement une dissimulation médicale, mais une opération dangereuse, et qu'ils étaient déjà trop près de la vérité. Quelques jours plus tard, le docteur Léger informa la famille qu'il voulait transférer Léo dans une unité spéciale pour des soins plus avancés. Il assura que l'équipe là-bas avait plus d'expérience avec les cas complexes et que le déménagement était nécessaire pour sa survie. Chloé n'y crut pas une seconde. Elle partagea ses soupçons avec Léa, qui commença immédiatement à enquêter. Elle découvrit que cette soi-disant unité spéciale n'appartenait à aucun système hospitalier public. C'était une installation privée enregistrée comme centre de recherche et liée à Pharma Nord-Ouest. Il n'existait aucun dossier de patient accessible, aucune critique publique, ni aucune coordonnée. Léa apporta l'information à Jean. « Si tu les laisses l'emmener, dit-elle, tu ne le reverras peut-être jamais. » Cela frappa durement Jean. Il resta silencieux un long moment avant de dire, finalement, ils essaient de tout effacer. À ce moment-là, il prit une décision. Il protégerait Chloé, il protégerait Léa et il protégerait Léo, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, Léo subit une autre crise. Sa respiration devint faible et ses lèvres bleuirent. Les infirmières se précipitèrent pour le stabiliser. Chloé resta à ses côtés, lui tenant la main, refusant de bouger. Jean entra dans la chambre et resta paralysé à la porte en voyant son fils lutter pour respirer. Chloé le regarda, les larmes aux yeux, et lui dit, « S'il vous plaît,
nous devons arrêter le traitement. Ça l'aggrave. Vous le voyez bien. Jean ne répondit pas immédiatement. Il regarda les machines, l'enfant qui haletait, puis le plateau avec les médicaments fraîchement préparés. Finalement, il se tourna vers l'infirmière et dit « Arrêtez le traitement. » Plus rien de tout ça jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe. L'infirmière hésita, mais obéit. Chloé pleura en silence, ressentant un mélange de soulagement et de peur. C'était une petite victoire, mais une victoire importante. Jean avait finalement pris parti et décidé de lui faire confiance. Après la crise, lorsque Léo fut de nouveau stable, les trois, Jean, Chloé et Léa, se réunirent dans le bureau pour planifier leur prochaine étape. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus attendre. Léa commença à rassembler tous les fichiers possibles du système hospitalier, imprimant et sauvegardant des copies sur des disques externes. Chloé organisa les lettres de Manon et les contrats trouvés dans le coffre-fort caché. Jean contacta un avocat de confiance, quelqu'un de l'extérieur de la ville, et lui expliqua qu'il pourrait bientôt avoir besoin d'une protection juridique. Il savait que ce ne serait pas facile. Pharma Nord-Ouest avait de l'argent, de l'influence et du pouvoir. Mais ils avaient aussi quelque chose d'important, la vérité. Ils décidèrent de tout rendre public, de tout mettre en lumière, les essais de médicaments illégaux, les signatures falsifiées, l'abus de patients et les menaces. Chloé sentait le poids de ce qu'il faisait, mais elle ne recula pas. Jean était concentré et déterminé. Léa restait calme et méticuleuse. Ensemble, ils étaient prêts à agir, même si un obstacle subsistait, le temps. Et Léo en manquait. La santé de Léo se détériorait. Son énergie diminuait chaque jour. Bien qu'ils aient arrêté le traitement suspect, les dommages étaient déjà profonds. Il parlait à peine et passait la plupart de son temps à dormir. Chloé restait à ses côtés, lui lisant des histoires, mettant de la musique douce et l'aidant à boire de l'eau. Jean passait plus de temps dans la chambre, assis en silence, regardant son fils avec un mélange de culpabilité et de tristesse. Léa appelait tous les jours, informant Chloé de chaque mouvement, de chaque fichier sauvegardé, de chaque copie de sécurité créée. Mais les appels étranges continuaient d'arriver. On frappait à la porte de Léa tard dans la nuit et on partait avant qu'elle ne puisse répondre. Quelqu'un s'introduisit même dans sa voiture, bien que rien n'ait été volé. Le message était clair. On les surveillait de près. Pourtant, aucun d'eux ne s'arrêta. Ils étaient plus proches que jamais de la vérité. Chloé regardait Léo et lui murmurait les mêmes mots chaque nuit, « Tiens bon encore un peu ». Le temps pressait, mais la lutte était loin d'être terminée. Avec toutes les preuves rassemblées, Chloé, Jean et Léa savaient qu'il était temps de rendre l'affaire publique. Ils avaient besoin de quelqu'un qui pourrait prendre toutes les informations et les exposer au monde, quelqu'un de crédible qui ne pourrait être ni acheté ni réduit au silence. C'est alors que Léa suggéra Stéphane Leroy, un journaliste d'investigation bien connu qui avait révélé plusieurs scandales médicaux et politiques au cours de la dernière décennie. Il avait la réputation de poursuivre la vérité quel que soit le risque. Chloé le contacta en premier, et après un bref appel où elle expliqua les bases de ce qu'ils avaient, Stéphane accepta de les rencontrer dans un lieu discret. La rencontre eut lieu dans un petit bistrot tranquille, le Bon Coin, loin de l'hôpital et du manoir de Villeneuve. Ils apportèrent tous les courriels imprimés, les contrats photocopiés, les captures d'écran de résultats de tests altérés et, surtout, la dernière lettre de Manon. Stéphane lut en silence, posant des questions de temps en temps ou prenant des notes dans son carnet. Quand il eut terminé, il les regarda et dit « Ça va être énorme, mais vous devez être prêts. Ce ne sera pas quelque chose de silencieux. » Il contacta certaines sources à l'intérieur de l'hôpital, croisa les données internes avec les archives que Léa avait sauvegardées et vérifia l'authenticité des lettres. Puis, sans préavis, il publia la première partie de l'histoire sur son site web et sur les réseaux sociaux. Le titre disait « Et c'est caché, comment Pharma Nord-Ouest a utilisé des patients fortunés comme cobayes ». L'article incluait des versions expurgées des contrats, les noms des médecins impliqués et des photographies de la lettre de Manon. En quelques heures, la nouvelle devint virale. Les médias la diffusèrent, et les réseaux sociaux explosèrent d'indignation. Les gens exigeaient des réponses. L'hôpital publia un bref communiqué niant tout, mais cela ne suffit pas. D'autres journalistes commencèrent à enquêter. Le téléphone de Chloé ne cessait de sonner. La boîte mail de Léa se remplit de demandes d'interview. Jean observait le chaos se développer sans beaucoup parler. Il savait ce qui allait arriver, mais il savait aussi que c'était nécessaire.
La vérité était enfin sortie, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'exposition eut des conséquences immédiates. Un jour après la publication, le docteur Léger tenta de fuir le pays. La sécurité de l'aéroport détecta son nom après l'émission d'un mandat fédéral de surveillance des déplacements. Il fut arrêté avant de monter à bord d'un vol privé et placé en garde à vue. Lors de la fouille, on trouva plusieurs flacons de médicaments non enregistrés et des fichiers numériques cryptés. Les enquêteurs découvrirent également des contrats le liant directement à Pharma Nord-Ouest, prouvant qu'il n'était pas seulement un consultant, mais un partenaire actif dans plusieurs essais non approuvés. Les preuves incluaient des paiements classés comme primes de recherche et des mémos internes discutant des résultats de tests et des profils de patients. Son arrestation fit immédiatement la une des journaux. Chloé et Léa regardèrent les nouvelles, stupéfaites par la rapidité des événements. Jean s'assit en silence, tenant l'une des lettres de Manon. « Elle a essayé de nous avertir », murmura-t-il. Pour Chloé, c'était une petite victoire. L'un des responsables faisait enfin face à la justice, mais la lutte n'était pas encore terminée. 2 jours plus tard, les procureurs fédéraux entrèrent à l'hôpital avec un mandat de perquisition. Ils agirent rapidement, fermant des sections du bâtiment et confisquant tous les ordinateurs, dossiers médicaux et registres de prescription. Les patients furent transférés dans d'autres établissements et les familles informées de l'enquête. Les médecins et les infirmières furent interrogés, certains suspendus, d'autres placés sous examen. Léa resta en contact avec ses collègues et envoya des mises à jour à Chloé. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, des informations encore plus troublantes furent révélées. Des dizaines de patients fortunés, au cours des 6 dernières années, avaient été inclus à leur insu dans des essais de médicaments non autorisés. Certains étaient morts sans comprendre ce qui leur arrivait, d'autres avaient survécu mais avec des dommages permanents. Chloé se sentit mal en lisant ces rapports. Ce qui était arrivé à Léo et Manon n'était pas un cas isolé. C'était partie d'un schéma beaucoup plus vaste, soigneusement dissimulé derrière des termes médicaux et de fausses approbations. La réaction du public fut féroce. Des manifestations se formèrent devant l'hôpital. Les journaux télévisés diffusaient des mises à jour constantes. L'histoire était devenue un scandale national. Au manoir de Villeneuve, l'atmosphère changea complètement. Ce qui était autrefois un lieu de silence et de tristesse se transforma en centre d'une tempête médiatique. Des reporters campaient devant les portes. Les caméras étaient braquées sur la maison. En 24 heures, des camionnettes de chaînes d'information remplissaient la rue, et des drones survolaient, essayant de capturer des images. L'équipe juridique de Jean lui conseilla de garder le silence et de maintenir la famille à l'écart des projecteurs, mais il refusa. Pendant des années, il s'était caché du monde, noyé dans la culpabilité et la douleur. Maintenant, il décida de faire le contraire. Il se tint devant le portail principal, avec Chloé à ses côtés et Léo en fauteuil roulant près de lui. Les flashs illuminèrent le jardin et les microphones se tendirent vers son visage. Jean parla calmement et clairement. « Ma famille a été utilisée et trompée, dit-il. Ma femme méritait mieux. Mon fils mérite mieux. Je ne me reposerai pas tant que les responsables n'auront pas été traduits en justice et que mon fils n'aura pas reçu les soins dont il a vraiment besoin. » Chloé n'était plus seulement l'employée de maison. Elle était devenue une protectrice, une chercheuse de vérité et quelqu'un qui refusait d'abandonner. Léo restait silencieux, une couverture sur ses jambes, faible mais attentif. Il regardait les gens, les caméras, les flashs, mais ne pleurait pas. Il tenait seulement fermement la main de Chloé. Le moment fut émouvant, mais aussi puissant. C'était la première fois que le public voyait Jean Dubois non pas comme un multimillionnaire distant, mais comme un père luttant pour son fils. Les médias diffusèrent rapidement le discours. Il fut retransmis dans tout le pays. Les émissions de débat et les stations de radio discutaient de l'affaire. Les gens envoyaient des messages de soutien. Des dons commencèrent à affluer pour soutenir les actions en justice contre Pharma Nord-Ouest. En coulisses, Chloé, Léa et Jean continuèrent de rassembler tout ce qu'ils avaient, se préparant pour le procès. Mais à ce moment-là, alors qu'ils étaient unis devant le manoir, ils avaient déjà gagné quelque chose d'important. Le monde les observait, et cacher la vérité n'était plus une option. Loin de l'influence de Pharma Nord-Ouest et des personnes qui avaient causé tant de mal, Léo fut transféré dans un nouveau centre médical. Cette fois, le choix fut fait avec soin. Léa aida à trouver une petite clinique indépendante, la Clinique des Charmes, connue pour sa transparence et son éthique professionnelle.
Les médecins là-bas n'avaient aucun lien avec des sociétés pharmaceutiques et acceptèrent de réexaminer le cas de Léo depuis le début. Jean participa à chaque décision. Il assista aux consultations, posa des questions et exigea que rien ne lui soit caché. Chloé accompagna Léo dans l'ambulance, lui tenant la main pendant tout le trajet. À leur arrivée, les nouveaux médecins effectuèrent immédiatement une série de tests. En quelques jours, ils confirmèrent ce que Chloé et Léa avaient soupçonné. Le traitement précédent avait aggravé l'état de Léo. Les traitements de Pharma Nord-Ouest n'étaient pas seulement inutiles, mais nuisibles. Pour la première fois, Léo recevrait des soins médicaux appropriés, basés sur une analyse honnête. Ce n'était pas une solution miracle, mais c'était enfin la bonne voie. Le nouveau plan de traitement était différent de tout ce qui avait précédé. Il se concentrait sur la condition spécifique de Léo, sans dépendre de médicaments expérimentaux ou non approuvés. Les médecins équilibrèrent soigneusement sa médication, sa nutrition et son repos. Il commença la kinésithérapie pour retrouver de la force et fut surveillé de près pour d'éventuels effets secondaires. Chloé restait avec lui tous les jours, aidant les infirmières, apprenant des médecins et s'assurant que Léo se sente en sécurité. Jean lui rendait également visite quotidiennement, parfois pendant des heures. Il ne restait plus en retrait. Il s'asseyait à côté de Léo, lui lisait des livres et l'écoutait quand le garçon voulait parler. Léa lui rendait visite les week-ends, apportant des dossiers du processus juridique en cours, mais aussi pour voir comment Léo progressait. Peu à peu, quelque chose commença à changer. Après quelques semaines, le corps de Léo commença à répondre. Il cessa de vomir. Son énergie revint par petits moments, et il commença à manger davantage. Un matin, il rit d'une blague que Chloé fit pendant le petit déjeuner. C'était le premier rire sincère depuis des mois. Au manoir, l'atmosphère était complètement différente. Quand Léo fut assez bien pour rentrer à la maison à temps partiel, le personnel fit des changements pour le rendre plus à l'aise. Des lumières douces, des décorations colorées et de nouveaux jouets. Jean fit construire une petite salle de jeu rien que pour lui. Chloé aida à la décorer avec des dessins et des contes. La maison, autrefois froide et silencieuse, commença à se remplir de chaleur à nouveau. Le rire de Léo s'entendait fréquemment dans les couloirs. Il n'était pas encore complètement guéri, mais l'amélioration était réelle et visible. Même les infirmières qui lui rendaient visite pour des contrôles commentaient à quel point il avait l'air différent. Jean ne se cachait plus dans son bureau. Il travaillait depuis le salon pour être près de Léo. Il prenait des appels d'avocats, de médecins et de journalistes, mais s'arrêtait toujours pour aider Chloé quand elle en avait besoin. Une fois, il lui demanda pardon, non pas avec un long discours, mais avec un simple « merci de ne pas avoir abandonné ». Chloé sourit et répondit « je lui avais fait une promesse ». C'était tout ce qu'il fallait dire. Inspiré par tout ce qu'ils avaient vécu, Jean décida d'agir au-delà de sa famille. Il fonda une nouvelle organisation pour aider d'autres victimes de fraude médicale. Avec l'aide de Léa, il créa un fonds de soutien pour les familles trompées par de faux essais ou des traitements dangereux. L'organisation offrait également une assistance juridique, des deuxièmes avis médicaux et des services de thérapie pour les personnes touchées par le traumatisme. Jean utilisa sa richesse non seulement comme un don, mais comme un outil pour générer un changement réel. Léa coordonnait l'aspect juridique, travaillant avec des avocats et des enquêteurs. Chloé apportait également des idées, notamment dans le domaine du soutien émotionnel et des soins aux patients. Elle avait vécu la douleur et la peur de près. Sa voix apporta de l'humanité au projet. La fondation reçut rapidement le soutien du public. Après le scandale de Pharma Nord-Ouest, de nombreuses personnes voulaient soutenir quelque chose qui protégeait réellement les patients. Pour Jean, il ne s'agissait pas d'images, mais de s'assurer que personne d'autre n'ait à subir ce que sa femme et son fils avaient vécu. À mesure que Léo se renforçait, sa personnalité commença à briller davantage. Il posait plus de questions, jouait plus longtemps et commença même à apprendre à lire des mots de base. Avec l'aide de Chloé, qui lui enseignait avec patience et joie, ils célébraient ensemble même les plus petits progrès. Jean se joignait souvent à eux pendant ces sessions. Parfois, il aidait, d'autres fois, il observait simplement et souriait. Le lien entre eux était maintenant plus fort. Ils n'étaient plus seulement une famille sur le papier, ils étaient une famille réelle, construite à travers la lutte et l'amour. Chloé continuait de maintenir une routine tranquille, se levant tôt et s'assurant que tout soit prêt pour les besoins de Léo. Mais il y avait de la paix dans ses mouvements. Maintenant, elle ne réagissait plus aux problèmes, elle aidait à construire un avenir. Léa leur rendait fréquemment visite,
non seulement en tant que partenaire professionnel, mais en tant qu'ami. Tous avaient trouvé quelque chose qu'ils n'attendaient pas pendant cette bataille, connexion, guérison et but. La douleur n'avait pas disparu, mais elle ne contrôlait plus leur vie. Le manoir de Villeneuve, autrefois rempli de silence et de tension, débordait maintenant de vie. Il y avait encore des jours difficiles, surtout quand Léo souffrait de rechute, mais il ne les affrontait plus seul ni sans réponse. Il y avait un sentiment de contrôle, de confiance. Chloé marchait dans les couloirs et entendait la voix de Léo depuis la salle de jeu ou la cuisine. Parfois, c'était un rire. D'autres fois, sa voix douce l'appelant par son nom. Jean avait également changé. Il était moins distant, plus impliqué et plus ouvert avec ses émotions. Il continuait de maintenir vivante la mémoire de Manon, surtout pour Léo, qui posait souvent des questions sur sa mère. Chloé et Jean répondaient avec sincérité et soin, lui montrant des photos et partageant des histoires. Mais maintenant, ces conversations n'étaient plus seulement tristes, elles étaient remplies d'amour et d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir ne semblait pas faux, il était réel. Il avait été construit par l'action, la vérité et le courage de personnes qui avaient choisi de se battre, non pas avec l'argent ou le pouvoir, mais avec le cœur. Des mois s'étaient écoulés depuis le chaos, les batailles juridiques et les découvertes douloureuses. La vie avait retrouvé un nouveau rythme. Par un après-midi ensoleillé, Léo courait dans le jardin derrière le manoir de Villeneuve. Ses pas étaient agiles et légers. Son rire remplissait l'air, et son énergie montrait à quel point il avait progressé. Il n'était pas seulement mieux, il s'épanouissait. Le garçon qui avait passé la majeure partie de sa vie connecté à des machines courait maintenant après les papillons et appelait Chloé pour qu'elle le voie. Jean était assis sur un banc à proximité, observant attentivement. Il ne quittait pas des yeux une seconde. Chloé, à l'ombre d'un arbre, souriait en contemplant la scène. Elle l'avait vu au plus faible de sa forme. Elle l'avait tenu dans les pires jours. Et maintenant, le voir courir à nouveau était quelque chose qu'elle avait craint ne jamais voir arriver. Léa arriva quelques minutes plus tard, saluant depuis le portail du jardin. Tout semblait différent. Maintenant, la vie avait été reconstruite, non pas de manière parfaite, mais honnête, et cela la rendait forte. L'affaire Pharma Nord-Ouest était devenue un titre mondial. Les enquêtes s'étaient étendues à d'autres pays. Des ex-dirigeants étaient accusés. Des lanceurs d'alerte de différentes institutions se manifestèrent, révélant une longue liste d'expériences cachées, de manipulation de patients et d'essais non éthiques. Le scandale fut utilisé dans des conférences, des séminaires juridiques et des facultés de médecine comme un tournant dans la conversation sur les normes éthiques. Les médias suivaient de près les mises à jour. Jean accordait des interviews, non pas pour chercher la sympathie ou laver son nom, mais pour s'assurer que la vérité reste visible. Léa travaillait en étroite collaboration avec des journalistes, des avocats et des législateurs, aidant à créer des directives pour éviter de futurs abus. Mais l'étape la plus importante arriva lorsqu'ils annoncèrent la création d'une nouvelle fondation, l'Institut Manon Dubois pour la recherche éthique. Son objectif serait de promouvoir la transparence dans les essais cliniques, de fournir un soutien aux familles touchées par des fraudes médicales et d'offrir une éducation aux futurs professionnels de la santé. La cérémonie d'inauguration fut planifiée pendant des mois et eut finalement lieu par une journée de ciel dégagé et d'émotions contenues. L'événement se déroula à l'auditorium municipal de Saint-Rémy-de-Provence, un lieu modeste mais magnifique, construit avec les dons de personnes qui avaient suivi l'histoire. Des médecins, des journalistes, des survivants, des familles et même des étudiants y assistèrent. Jean monta sur scène, tenant un dossier avec certaines des lettres de Manon. Ses mains ne tremblaient pas, mais sa voix était chargée d'émotion. Il partagea des extraits des mots de Manon, non pas ceux qui parlaient de la douleur, mais ceux où elle exprimait son espoir pour Léo et sa conviction que la science devait toujours être au service de la vie, pas des affaires. La salle écoutait en silence. Puis Jean se tourna vers Chloé, qui se tenait à quelques pas derrière lui, tenant la main de Léo. « Il fut un temps où j'ai failli perdre mon fils, dit-il. Une fois à cause de la maladie, et une autre à cause de mon propre aveuglement. Mais Chloé n'a jamais abandonné. Elle l'a sauvé, non seulement avec soin, mais avec courage. » Les gens se levèrent et applaudirent. Chloé se sentit submergée, non pas par l'attention, mais par la vérité dans les paroles de Jean. Elle ne l'avait pas fait pour la reconnaissance, elle l'avait fait pour Léo. Lorsque les applaudissements se calmèrent, Jean fit un signe à Léo, qui s'approcha lentement du microphone. Il portait un petit costume et semblait un peu nerveux, mais quand il sourit, toute l'audience sourit avec lui. « Elle m'a promis qu'elle me sauverait,
dit-il d'une voix claire. Et elle l'a fait. Le public éclata en applaudissements, plus fort cette fois, plus sincère, comme une vague de reconnaissance qui balayait la salle. Chloé s'approcha de Jean et le serra dans ses bras. Ses yeux brillaient de larmes, mais ce n'était pas la tristesse qui les faisait naître. C'était autre chose, un mélange de soulagement, de fierté, de gratitude, de vie retrouvée. Tout ce qu'ils avaient traversé lui revint en mémoire, les nuits blanches à l'hôpital, les cris étouffés derrière des portes closes, les doutes, les menaces, les secrets trop lourds à porter. Et pourtant, tout cela les avait menés ici, à cet instant suspendu où la douleur se transformait enfin en sang. Elle leva les yeux vers Jean, puis vers Léa, et enfin vers la foule devant eux. Ce n'était pas seulement une cérémonie pour honorer la mémoire d'une femme disparue. C'était la continuation de son œuvre, la preuve vivante que ses convictions avaient survécu à son absence. Ce soir, ils ne pleuraient plus Manon, ils accomplissaient ce qu'elle avait commencé. Le reste de la soirée fut empreint d'émotion et d'espoir. Des histoires furent racontées, des promesses furent faites. Des familles vinrent remercier Chloé pour son courage, des professionnels pour sa détermination. Certains avouèrent qu'ils avaient changé leur manière de travailler, d'autres qu'ils avaient trouvé la force de parler. Léa prononça un discours concis mais puissant sur la transparence et la responsabilité, tandis que Jean répondit calmement aux journalistes, le regard ferme et apaisé. Mais le vrai moment de grâce eut lieu après. Lorsque les trois Chloé, Jean et Léa se retrouvèrent dehors, à l'écart, regardant Léo jouer avec d'autres enfants dans le jardin illuminé. Son rire résonnait dans l'air du soir, clair et libre. Ce n'était plus le son d'une survie, mais celui d'une renaissance. Chloé s'assit sur un banc, épuisée, mais sereine. Jean la rejoignit, un léger sourire aux lèvres. Elle serait fière de ça, murmura-t-il. Chloé hocha doucement la tête. Je crois qu'elle l'est déjà. Il n'y avait plus de colère, plus de peur, plus de secret à défendre. Seulement une compréhension silencieuse entre des êtres qui avaient affronté le pire et choisi, malgré tout, de reconstruire. Cette nuit-là, ils rentrèrent au manoir. Mais ce n'était plus le même lieu. Il n'avait plus ce parfum d'absence, ni cette lourdeur de mausolée. Les photos de Manon ornaient toujours les murs, mais elles semblaient désormais veiller avec bienveillance plutôt que hanter. Le personnel souriait davantage. L'air était plus clair, plus léger. Léo courait dans les couloirs, brandissant ses dessins, appelant Chloé pour lui montrer ses inventions d'enfant. Elle le suivait, le cœur paisible. Jean s'arrêta un instant près de la fenêtre, contemplant le jardin où son fils s'était battu pour vivre. Léa, assise à la grande table, travaillait sur les nouveaux projets de la fondation, une fondation née de la perte, mais nourrie par la foi en la vie. Ils n'étaient plus unis par la tragédie. Ils étaient liés par le choix, celui de rester, de réparer, de continuer à aimer quand tout semblait perdu. Et pour la première fois depuis longtemps, il y avait la paix. Une paix véritable, ancrée, durable. Et avec elle, la promesse d'un avenir qu'ils n'avaient plus peur d'espérer.